Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le samedi 7 décembre 2024 et je crois utile de faire le point sur cette question qui empoisonne en fait le monde de l'agriculture ainsi que nos relations avec d'une part les pays d'Amérique latine et d'autre part la Commission européenne. Je veux parler de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors, je vais essayer d'être clair dans quelque chose qui ne l'est pas forcément. C'est quoi d'abord le Mercosur? Ça s'appelle Mercosur ou Mercosul, selon qu'on ce soit en espagnol ou en portugais. En fait, c'est une espèce d'union économique, comme une espèce de marché commun, d'accord de libre-échange, un peu comparable à ce qu'était le marché commun européen, au niveau de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas tous les pays d'Amérique latine, par exemple toute l'Amérique centrale et le Mexique n'en font pas partie, et même au sein de l'Amérique du Sud, il n'y a pas tous les États, notamment le Chili, enfin les pays andins. Le Chili, le Pérou, l'Équateur, la Colombie n'en font pas partie. De même que les Guyanes, c'est-à-dire le Guyana, le Suriname et la Guyane française. Donc il y a tous les autres. Il y a évidemment donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Le Venezuela en faisait partie, mais il a été mis de côté, il a été provisoirement exclu pour des raisons politiques. C'est important de le souligner. Ça veut dire que derrière ce marché commun, il y a quand même une pensée politique qui est derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Cet accord avait commencé à être lancé, l'idée, en 2019. Alors moi, je m'arrête ici tout de suite, parce que tout le monde en parle comme si c'était tout à fait naturel de prévoir un accord de libre-échange avec le Mercosur, et que seul il y aurait des modalités qui seraient gênantes, et qu'il y aurait des modalités qu'il faudrait retravailler, c'est en tout cas le discours des autorités officielles françaises, pour mieux protéger notre agriculture. Mais moi, vous savez que j'aime bien les questions bêtes, comme je dis, c'est-à-dire les questions de base, sur lesquelles les gens passent beaucoup trop vite. Rappelez-vous tout ce que vous avez appris à l'école depuis que vous êtes petit. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris qu'on avait bâti le marché commun en Europe pour assurer la paix et pour progressivement avoir une espèce d'État qui serait ce qu'est devenu l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on avait expliqué, c'est même le fondement même de la déclaration dite déclaration Schuman de 1950, que c'est par des rapprochements, des coopérations au niveau notamment économique que progressivement on ferait apparaître un rapprochement, une confédération européenne qui se transformait ultérieurement en un État. Bien, on est d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que l'on veut faire une zone de libre-échange avec le Mercosur? Parce que les mêmes causes provoquant les mêmes effets, ça veut dire qu'on va créer quoi? On va créer un État avec l'Amérique du Sud? C'est quoi le problème? En fait, c'est quelque chose que je me permets de souligner, c'est que personne ne parle jamais de ça. En fait, on n'est plus du tout dans la constitution d'une Europe qui devrait être forte, parce que c'est le discours que l'on vous dit. On vous explique année après année que la France ne peut pas être toute seule, qu'il faut être dans l'Europe pour pouvoir mieux faire le poids. C'était même la campagne du Parti socialiste en 1992 pour le traité de Maastricht qui allait créer l'Union européenne et l'euro. Rappelez-vous cette campagne qui disait qu'il faut faire l'Europe pour faire le contrepoids aux États-Unis d'Amérique, et à l'époque c'était pour faire le contrepoids au Japon. Aujourd'hui, on nous explique que c'est pour faire contrepoids à la Chine, aux États-Unis. Et on nous explique donc qu'on va avoir une Europe forte. C'est même tout le discours de Macron. Une Europe forte, une Europe puissance, une Europe autonome, une autonomie européenne. Mais alors ça sert à quoi à ce moment-là de faire un accord de libre-échange avec le Mercosur? Sans compter qu'il y a des accords de libre-échange avec le monde entier. Donc en réalité, on vous ment. En réalité, l'idée n'est plus du tout celle des pères fondateurs des années 50 avec Jean Monnet et Robert Schuman. L'idée, c'est bien d'aller dans le sens de l'idéologie mondialiste, c'est-à-dire progressivement supprimer toutes les barrières aux échanges de marchandises, de capitaux, de services et d'êtres humains, et pour avoir une espèce d'abolition des nations. Pour ne plus avoir qu'un monde où tout le monde peut migrer, c'est le projet d'ailleurs, c'est même pas un projet, c'est le pacte de Marrakech, qui considère que c'est normal, que les êtres humains ont vocation à migrer à travers le monde.
Et puis c'est également ces projets comme ça régionaux d'accords de libre-échange. Au bout du compte, à ce moment-là, il n'y a plus à construire l'Europe, puisque maintenant on construit l'Europe avec l'Amérique du Sud, et puis avec l'Asie, et puis avec l'Inde, etc., avec des accords de libre-échange. Donc ça, c'est ce premier point qui est totalement aveugle. Personne sur la sphère politique française ne vous dit ce que je viens de vous dire. Le deuxième point, c'est que quand on négocie un accord de libre-échange, des négociations commerciales multilatérales, il faut savoir, et ceci remonte à la création du marché commun dès le traité de Rome du 25 mars 1957, ça a été encore confirmé par tous les traités qui se sont empilés dessus, que la puissance qui a le pouvoir de négociation, c'est la Commission européenne. En 1957, dans le marché commun, il y en avait 6 à l'époque, avaient déjà transféré leur pouvoir de négociation à la Commission européenne. À l'époque, il y en avait 6 États, la France, l'Allemagne, l'Italie et les 3 pays dits du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Mais l'Allemagne, c'était l'Allemagne de l'Ouest. Maintenant, vous savez qu'il y en a 27. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces négociations sont opérées par un commissaire européen chargé des négociations multilatérales, des négociations commerciales multilatérales, supervisées par la présidente, Madame von der Leyen, de la Commission, et puis par le collège des commissaires européens. Mais fondamentalement, c'est un commissaire et ce sont les services de la Commission européenne, qui sont des services peuplés de fonctionnaires venant des 27 États, et des fonctionnaires qui sont en permanence confrontés au lobbying qui vient les voir. Il y a des quantités de cabinets de lobbying, il y en a plus de 3000 recensés, qui viennent les voir pour leur suggérer de faire ça, ou de faire ci, ou de faire ça. Les peuples sont complètement mis de côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États en eux-mêmes, finalement, n'ont pas leur mot à dire. Ils peuvent faire valoir des desiderata, faire valoir leur position, mais ce ne sont pas eux qui négocient. C'est pour ça qu'on est dans la situation actuelle de voir que la France, les agriculteurs, qui sont extrêmement inquiets des conséquences de cet accord de libre-échange avec le Mercosur, eh bien, ils se tournent vers quelqu'un, le président de la République française, le gouvernement, qui en fait ne peut rien faire. C'est le principe même de la construction européenne que l'on touche du doigt. Figurez-vous qu'il y a en France, dans le gouvernement sortant, le gouvernement Barnier, il y avait un ministre de l'Agriculture, plus exactement une ministre de l'Agriculture, que M. Barnier avait nommée en la personne de Mme Annie Genevard. Annie Genevard, qui était une députée du Doubs, de la 5e circonscription du Doubs, qui est une députée LR, qui avait été plus ou moins d'ailleurs vice-présidente de LR, je crois, à un moment ou un autre. Bon, cette dame, Mme Annie Genevard, a été nommée, rappelez-vous, le 21 septembre, et elle a fait très très fort, puisque le 26 septembre, 5 jours après, elle s'est fait remarquer parce qu'elle était allée visiter, donc elle venait de débarquer, elle prend ses fonctions au ministère, elle venait de débarquer, elle est allée voir une ferme, je ne sais plus où exactement, je crois que c'était plus ou moins en Savoie, et il s'est mis à pleuvoir et elle a protesté en disant « Regardez mes escarpins Gucci ». Alors les escarpins Gucci, c'est des chaussures de grand luxe qui valent au moins 400, 500, 600 euros la paire de chaussures. Voilà. Alors ça avait été repris par le Canard enchaîné, toute la presse en a fait florès. Donc moi, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture du gouvernement sortant, la seule chose que je sache d'elle, c'est qu'elle s'est plainte d'avoir risqué d'abîmer ses escarpins Gucci en allant visiter une ferme. Pour le reste, silence radio. Enfin, c'est moi, hein. Bon, peut-être que vous avez mieux suivi les données. Mais à aucun moment, dans ces questions de Mercosur, je n'ai entendu parler de Madame Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. C'est comme... Elle est diaphane, c'est un ectoplasme, c'est comme si elle n'existait pas. C'est un petit peu comme d'ailleurs Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, qui a pris la parole pour expliquer qu'il s'attendait à des milliers de pertes d'emplois industriels. Voilà. Ah bah tout va bien. Alors si le ministre de l'Industrie s'attend à ça, bon bah alors très bien. Donc le gouvernement ne va pas être pris au dépourvu. Enfin c'est quoi ça ? C'est incroyable. On a des commentateurs.
on a quelqu'un qui commande, la ministre de l'Industrie, qui dit ouais, tout va bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que Michelin va fermer, les usines vont fermer, mais on est au courant, on a tout ça et tout est sous contrôle, le gouvernement est bien informé. Voilà. Madame Genevard, elle se plaint de ses escarpins Gucci qu'elle est en train de saloper dans la gadoue. Voilà, c'est le truc. Ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est la Commission européenne. Donc ça, c'est le deuxième point à savoir. Le troisième point à savoir, je vais être assez rapide là-dessus parce que tout le monde est au courant, c'est qu'il y a des craintes qui se font jour sur les conséquences de cet accord de libre-échange. Parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit... Alors, on va pas entrer dans des débats techniques, parce qu'il y a des techniciens qui disent « Mais non, en fait, ce sont que des tout petits pourcentages, ne vous exagérez ». La crainte des agriculteurs, c'est qu'il y ait de la production, notamment de viande bovine, et de la viande en général, à des coûts extrêmement bas, qui soit produit, par exemple, en Argentine, qui est un pays où la viande est absolument délicieuse, d'ailleurs. La viande argentine est célèbre, mais aussi au Brésil, que tout ceci bénéficie de conditions d'exploitation à des coûts très très bas, avec notamment de la culture, de tourteaux de soja, avec des charges environnementales, des charges sociales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on impose aux Français, aux agriculteurs français, et que tout ceci nous arrive dans l'Union européenne, et qu'en fait, les agriculteurs français, et tout spécialement les agriculteurs familiaux, qui eux ont des charges dans tous les domaines, et aussi un souci de la qualité gustative des éléments, que tout ceci soit balayé parce qu'on n'aura plus les moyens, tout simplement, de faire face à cette concurrence. Voilà. Alors, il y a à partir de ce moment-là des débats d'experts, des gens qui disent mais non, va être un tout petit quelque chose, c'est simplement rien du tout, vous exagérez, c'est ça. Alors là, moi je soutiens totalement les agriculteurs parce qu'on nous la fait plus cette histoire. Hein. C'est toujours la même histoire. On a des spécialistes de la désinformation qui poussent des cris d'orfraie dès que l'on prétend vouloir mettre des réglementations aux échanges, dès que l'on commence à dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Alors ils poussent des cris comme si c'était un cataclysme qui allait apparaître. Mais en revanche, enlever les barrières douanières, enlever les contrôles aux douanes, etc., à chaque fois, mais non, tout ça c'est une bagatelle, ça n'a aucune importance, ça n'aura qu'une incidence marginale. Toute la construction européenne a montré que ce discours-là était faux. L'entrée de l'Espagne et du Portugal a très gravement nui aux intérêts des agriculteurs français. L'entrée des pays de l'Est aussi, les poulets ukrainiens aujourd'hui, les porcs polonais, etc., etc. C'est pas pour rien quand même que la France, qui dans les années 1980 était le premier pays en matière de production agroalimentaire au monde, eh bien on est en pleine dégringolade. Ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien qu'il y avait à peu près quelque chose comme 2 600 000 exploitants agricoles en 1962 et qu'on est tombé à 200 000. Ils ont été divisés par 10 ou 11. Voilà. Et qu'on est maintenant face à une France qui pourrait voir la fin de ces agriculteurs familiaux au profit de quelques grandes exploitations agricoles, industrielles, avec les fermes de 1000 vaches, etc., etc. Donc, il y a une pression. Et il faut les soutenir. D'ailleurs, l'ensemble de l'arc politique français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême mou, sont tous d'accord sur le fait qu'il faut défendre nos agriculteurs, parce qu'ils ont peur que leur permanence soit murée, comme c'est arrivé, je crois, en Corrèze. La permanence de M. François Hollande a été murée avec des parpaings par des agriculteurs. En fait, ils ont peur de la colère des agriculteurs français. Donc, ils disent on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous. Mais comment est-ce que Macron peut-il s'occuper des agriculteurs ? Comment laissons Madame Genevard qui est en train de nettoyer ses escarpins. Mais comment M. Macron peut-il dire qu'il va s'occuper des agriculteurs alors que la France a accepté d'être dans une structure où, par définition, nous n'avons plus notre mot à dire puisque les négociations sont déférées à la Commission européenne ? Alors bien sûr, il y a aussi d'autres inconvénients. Il n'y a pas seulement la concurrence en matière de prix notamment et de qualité de ces produits, avec d'ailleurs, on n'exige absolument pas des produits qui sont fabriqués, par exemple dans le Mercosur, on n'exige pas du tout les mêmes contrôles, les mêmes exigences en matière, par exemple, phytosanitaire.
C'est d'ailleurs un des problèmes qui a été pointé par la France, c'est l'absence dans le projet d'accord qu'il y a entre la Commission européenne et puis les autorités qui gèrent le Mercosur. Il y a l'absence de ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire que tout ce que demande et obtient une partie, l'autre peut demander et obtenir la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on est en train de placer les agriculteurs français, notamment les éleveurs, mais pas seulement, ça peut aussi concerner les productions végétales. Eh bien, on les place dans une situation où, d'une part, ils ont les contraintes environnementales imposées par la Commission européenne sous le lobbying, notamment des partis écologistes. Mais au même moment, on accepte de faire entrer en Union européenne des produits qui ne respectent absolument pas les mêmes contraintes. C'est vraiment, si on voulait la destruction des agriculteurs français, notamment de l'agriculture familiale, on ne s'y prendrait pas autrement. Et puis, il y a aussi un autre problème de principe. C'est que ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il ne faut pas utiliser, qu'il faut faire du covoiturage et ne pas utiliser sa voiture personnelle pour éviter de produire du CO2, pour éviter qu'il y ait un réchauffement planétaire qui engloutirait dans les mois qui viennent la moitié des archipels du Pacifique Sud et puis des Antilles, ce qui est par ailleurs complètement faux. Mais il y a tout ce discours qui est il faut surtout plus émettre de gaz à effet de serre, et au même moment, on promeut des accords de libre-échange qui consistent à traverser la planète des dizaines de milliers de kilomètres pour faire venir de la nourriture dont on devrait au contraire promouvoir la production locale. Donc là aussi, il y a quelque chose qui, dans le narratif, qui ne va pas du tout. On ne peut pas à la fois dire qu'il faut produire local, qu'il faut économiser, qu'il ne faut pas produire de CO2 et ci et ça, et au même moment faire des accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud pour faire venir beaucoup plus de viande d'Argentine qui doit être à 10 000 km ou 12 000 km de là. Ça va pas. Là aussi, on se moque des Français sur ces questions. Alors, la situation actuelle, c'est quoi? C'est que Macron a fait savoir, et la partie française a fait savoir que ça n'était pas acceptable la négociation en l'état, sans aller d'ailleurs jusqu'à dire ce que moi j'aurais dit, c'est-à-dire, attendez, la finalité de la construction européenne, il s'agissait, paraît-il, d'avoir un abaissement des frontières sur le continent européen pour faire un État-puissance, mais maintenant, si vous abaissez les frontières avec toute l'Amérique du Sud, vous ne pourrez pas avoir une Europe-puissance. Enfin, j'insiste sur cet aspect des choses, Bien entendu, personne ne répondra jamais à ma question. En attendant donc, Macron explique que ça ne va pas du tout. Et alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il va falloir... on peut bloquer cette affaire, mais pour avoir le blocage, il faut qu'il y ait au moins 4 États représentant au moins 35% de la population de l'Union européenne qui bloquent le processus. Ce qui signifie que la France doit essayer de rallier à elle à la fois la Pologne, l'Italie, l'Autriche, donc et la France. Je crois qu'à partir de ce moment-là, ça marcherait. On aurait la minorité de blocage. Mais il n'est pas sûr et certain que ces pays accepteront. Ça peut être d'autres pays. Elle pourrait rallier à elle, par exemple, la France pourrait essayer de rallier à elle l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Mais justement, ça ne marche pas, puisque l'Espagne et le Portugal sont très favorables à cet accord avec le Mercosur. Et pourquoi donc? Parce que ce sont leurs anciennes colonies. Voilà. Le portugais, la langue portugaise ne pèserait pas grand-chose s'il n'y avait pas le Brésil, qui est quand même un des géants du monde d'aujourd'hui. Sans compter, par ailleurs, les pays comme l'Angola, le Mozambique. Mais ça sera pour plus tard. On nous dirait qu'il faut un accord de libre-échange avec l'Afrique australe. Mais le Portugal donc veut un accord de libre-échange avec le Brésil, qui fait partie de la lusophonie, c'est-à-dire les pays utilisant la langue portugaise. De la même façon que l'Espagne veut la même chose avec les pays de l'hispanophonie du cône sud-américain. Donc déjà, le Portugal et l'Espagne soutiennent mordicus cet accord. Et puis ils sont suivis par l'Allemagne et un certain nombre de pays du nord de l'Europe qui y voient... Alors les pays du nord de l'Europe, ceux qui n'ont pas d'agriculture, eux, ils sont évidemment très favorables. Vous avez le commissaire européen, Madame von der Leyen, a eu la viciosité, la perversité de nommer comme commissaire européen un luxembourgeois. Or, il n'y a pas d'agriculture au Luxembourg, enfin quasiment pas. Bon.
En revanche, le Luxembourg, lui, son intérêt, c'est de faire fonctionner les banques, le système financier luxembourgeois qui procure une part très importante du PIB du Luxembourg. Et puis, c'est également de pouvoir se procurer de la viande au meilleur coût. Donc, le Luxembourg et le commissaire européen chargé de l'agriculture qui est luxembourgeois, qui voit les affaires avec le prisme national qui est le sien, lui, il est favorable à cet accord. Il se fiche éperdument de détruire l'agriculture familiale française. C'est pareil pour les pays scandinaves. Vous n'avez pas une très grande agriculture en Suède ou en Finlande. Eux, tout ce qui va pouvoir permettre d'avoir de la nourriture à meilleur coût, plutôt que d'acheter, par exemple, à des pays de l'Union européenne, c'est bon à prendre. C'est pour ça qu'ils veulent avoir cet accord de libre-échange. J'ai déjà expliqué ça 50 fois. J'avais expliqué, par exemple, pourquoi on avait détruit l'industrie textile française, parce qu'on avait fait un accord de libre-échange quasiment avec la Chine sur les produits textiles. Parce que vous avez toute une série de pays qui n'ont plus d'industrie textile et qui préféraient acheter de l'industrie textile chinoise à très bon marché plutôt que des produits textiles italiens, français, qui étaient beaucoup plus chers. On touche ainsi du doigt ce que j'explique depuis 2007. Je l'expliquais avant, mais enfin, disons que c'est depuis le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome, que j'ai créé l'UPR et que je m'adresse aux Français pour le leur expliquer. J'explique depuis 2007 que la construction européenne est fondée sur une erreur de départ absolument fondamentale qui postule que les pays auraient des intérêts communs, que nous aurions un intérêt commun, au motif que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, qui est frontalière de la Lituanie, qui est frontalière de la Lettonie, qui est frontalière de l'Estonie, qui est frontalière de la Finlande. De proche en proche, eh bien, il y aurait un intérêt commun depuis l'Algarve portugaise jusqu'à Rovaniemi en Laponie finlandaise. C'est dingue parce que c'est faux. Ça n'est pas ça. Et on le voit parfaitement sur cette affaire de Mercosur, encore une fois, puisque nous n'avons pas du tout les mêmes intérêts. Alors c'est d'autant plus grave que l'industrie allemande, et en particulier l'industrie automobile allemande, se porte mal. Or, les industriels allemands, eux, veulent absolument avoir cet accord avec le Mercosur parce que la contrepartie, c'est que d'un côté, on va importer des produits agricoles qui vont détruire l'agriculture familiale française, tous ces produits agricoles qui seront fabriqués à bas coût au Brésil ou en Argentine ou Paraguay ou je ne sais pas où. Mais à contrario, eh bien, on pourra vendre nos productions industrielles et tout spécialement, bien entendu, les voitures allemandes. Voilà, puisque sur certains créneaux, les voitures de luxe, il se trouve que c'est Mercedes, Daimler-Benz et puis BMW qui tiennent le haut du pavé. Donc les Allemands, c'est eux qui fabriquent les plus belles voitures du monde. Enfin, quoique en ce moment, il y a une forte concurrence qui est en train de monter à toute allure venant de Chine. Alors pour l'instant, comme d'habitude, on rigole, on dit oui, mais non, c'est de la gnognotte. Rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, sur les voitures de luxe chinoises. Bon. Mais pour l'instant encore, effectivement, on peut dire que c'est les voitures allemandes qui tiennent le haut du pavé sur les produits de luxe. Et donc, les Allemands imaginent qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup de produits industriels, et notamment des automobiles, grâce au Mercosur. Alors, aujourd'hui, on en est où ? Vous l'avez suivi dans l'actualité. Madame von der Leyen s'est rendue à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Montevideo, ça veut dire « j'ai vu une montagne ». Et Madame von der Leyen, elle n'a pas seulement vu une montagne, elle a simplement vu les négociateurs du Mercosur, et elle a signé comme une grande l'accord du Mercosur. En faisant complètement fi, en faisant un bras d'honneur à Macron. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez aussitôt, avec une perfidie, une mauvaise foi extraordinaire, vous avez aussitôt toute la Macronie, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire essentiellement des gens qui ont des postes, quoi. Mais le nombre d'électeurs a dégringolé. Vous avez aussitôt la Macronie, les gens style, voilà, tous les rebuts, style Madame Pannier-Runacher, des gens comme ça, Marc Ferracci, enfin des gens qui sont d'un très bas niveau, en fait, qui sont des purs larbins. Et puis il y a tous ceux qui, par ailleurs, grenouillent pour essayer d'avoir des postes du style Édouard Philippe, Gabriel Attal, etc. Mais aussi les gens des Républicains, par exemple. On a vu M. Wauquiez ou bien François-Xavier Bellamy qui cultive toujours son image
de Première Communion et de Gendre idéal, tenir des propos mais qui sont absolument obscènes de mensonges. Ils ont reproché à Madame Le Pen et au Rassemblement national d'être quasiment responsables de cette signature à Montevideo à cause de la motion de censure contre Barnier. Mais c'est honteux, c'est absolument scandaleux, franchement. Puisqu'on savait déjà, avant même qu'il y ait la motion de censure qui soit votée, Madame von der Leyen avait déjà expliqué qu'elle partait signer, c'était 3 jours avant qu'elle partait signer le truc. Donc ça n'a strictement aucun rapport avec la motion de censure contre Barnier. Elle est allée signer ça, et évidemment en faisant un bras d'honneur à la France. Alors, on apprend aujourd'hui que Macron a fait savoir, plus exactement les gens qui sont à l'Élysée, ils ont fait savoir quelque chose qui est exact et qu'il convient de rappeler. Il convient de rappeler quoi? C'est que Madame von der Leyen, elle n'a fait que signer un traité, un projet de traité de libre-échange au nom de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne, avec, par ailleurs, les représentants du Mercosur. Mais un traité, ensuite, doit être ratifié. De la même façon qu'il y avait eu la signature du traité de Maastricht, ensuite il avait fallu le ratifier par tous les pays. Et en France, la ratification était passée par le référendum de 1992, où les Français avaient, hélas, voté oui à la ratification. De la même façon que pour la Constitution européenne de 2005, la signature avait été faite, mais au moment de la ratification, cette fois-ci, les Français ont voté non à 55%, et comme vous l'avez vu, on n'en a tenu aucun compte d'ailleurs. Mais ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est pas parce que Mme von der Leyen a signé ce document qu'il entre en vigueur. Il va falloir maintenant qu'il soit ratifié. Et c'est là que Macron a fait savoir que nous sommes qu'au début d'un processus et qu'il va falloir négocier et que la ratification par la France n'est pas acquise. Alors, s'il n'y avait pas de ratification à l'unanimité, à ce moment-là, on passerait par l'intermédiaire du Parlement européen, et c'est là ces histoires de minorité de blocage. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis ici, Macron et Barnier ont manqué à leurs devoirs les plus sacrés. Leurs devoirs les plus sacrés, c'est de défendre les intérêts de la France, les intérêts supérieurs du pays, et notamment les intérêts de nos agriculteurs. Défendre également ce principe fondamental que personne, semble-t-il, n'a à l'esprit, parmi tous ces gens qui veulent négocier des accords de libre-échange, c'est que quand on est un chef d'État digne de ce nom, on doit envisager le pire. Et on doit envisager un monde dans 20 ans, 10 ans, 3 mois, 6 ans, etc., un monde où il pourrait y avoir un effondrement des échanges commerciaux internationaux. Parce qu'il y aurait eu une guerre planétaire, parce qu'il y aurait des révolutions, parce qu'il y aurait des blocages maritimes, il y aurait du piratage en mer, que sais-je. Le devoir d'un chef d'État, ça doit être d'assurer l'autosuffisance alimentaire de sa population. L'autosuffisance vestimentaire, l'autosuffisance énergétique. Ce sont 3 piliers fondamentaux. Il faut que les gens puissent s'habiller, se nourrir et se chauffer. Et ces 3 piliers-là sont absolument fondamentaux et ils ont été complètement oubliés par les européistes. J'ai eu l'occasion de le dire maintenant, pratiquement maintenant, tous nos vêtements viennent notamment de Chine. Il n'y a plus d'autosuffisance vestimentaire. Il y aurait demain une révolution en Chine. Les Français deviendraient des sans-culottes, ça serait le cas de le dire. On n'aurait plus les moyens de fabriquer des vêtements pour habiller toute la population française. Autosuffisance énergétique, là je l'ai dit aussi, c'est cette absurdité, cette aberration de l'arène et du marché européen de l'énergie, alors même que nos aïeux avaient consenti des efforts considérables d'investissement dans un programme électronucléaire pour assurer l'autonomie, quasiment l'indépendance de la France en matière de production électrique. Et puis l'autosuffisance alimentaire. Et donc l'idée même que la France puisse ne plus être autosuffisante du point de vue alimentaire, ce qui est déjà d'ailleurs le cas sur un certain nombre de produits alimentaires, cette idée doit être absolument combattue. Il y avait donc un moyen très simple pour Macron de casser l'affaire, c'était de monter au créneau et de taper du poing sur la table.
Même en admettant qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne, il pouvait, sur un dossier aussi fondamental que celui-là, il pouvait et il devait taper du poing sur la table. J'ai donné le mode d'emploi. Il suffisait qu'il décroche son téléphone et qu'il appelle Madame von der Leyen en disant « Madame von der Leyen, si vous signez le document à Montevideo, comme vous en avez exprimé la volonté depuis plusieurs jours, eh bien sachez que le jour même où vous aurez signé, la France n'enverra plus un seul sou, pas un seul euro à l'Union européenne. Nous arrêtons le versement. » On joue évidemment de façon... On a tous les atouts en main puisque nous sommes contributeurs nets. Ça n'est pas la même chose que quelqu'un comme Viktor Orban en Hongrie qui, lui, tient la dragée haute à la Commission européenne alors même qu'il est bénéficiaire net. C'est qui permet à la Commission d'ailleurs d'avoir des mesures de rétorsion. Mais nous, c'est nous qui payons. Or, dans le monde ultra-libéral, ultra-capitaliste, etc., cher à tous ceux qui tiennent les médias, il y a un adage qui paye commande. Voilà. Donc Macron devait dire, il doit dire, nous arrêtons le versement de tout fonds à l'Union européenne tant que cette affaire n'est pas définitivement enterrée. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'en fait, il est complice. Il fait semblant de se fâcher, mais en fait, il est complice. Parce que pour l'instant, quelle a été la réaction de Macron ? Vous avez peut-être vu. On a appris dans les journaux qu'il était très furieux, il était mécontent, il était ulcéré, et donc il a fait quoi ? Eh bien, il a dit à Madame von der Leyen qu'elle n'était plus la bienvenue pour participer à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Oh là 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 là, vous vous rendez compte ? Elle ne va plus pouvoir assister à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris avec Macron. C'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Voilà. Donc, au passage, et je terminerai là-dessus, on apprend aujourd'hui que les Allemands sont ravis. Ils exultent, toute la presse allemande et trouve formidable que l'Allemande von der Leyen, qui n'a pas oublié qu'elle est allemande avant d'être européenne, l'Allemande von der Leyen a donc signé un accord pour forcer la main de la France, un accord qui va favoriser l'industrie allemande et qui va torpiller l'agriculture française et l'économie française. C'est vraiment faire coup double. Ça prouve au passage que le couple franco-allemand, évidemment, n'existe pas. Ça fait 17 ans que je l'explique. D'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui parlent du couple franco-allemand, parce que depuis 17 ans, j'explique que c'est un bobard qui a été lancé en France. Il n'y a qu'en France qu'on parlait du couple franco-allemand. Les Allemands s'en foutent complètement. Eux, c'est pas du tout ça. J'ai eu l'occasion de l'expliquer. Eux, ils veulent un couple germano-américain. Ils ont fait d'ailleurs une alliance, l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert. Ça a été signé, rappelez-vous, par le chancelier Schröder, puis confirmé ensuite par la chancelière Merkel dans les années 2000. Voilà. Donc les Allemands, en fait, sont très contents de cette affaire, et la France, encore une fois, est le dindon de la farce. Il faut maintenant en tirer les conclusions. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Les pays en Europe n'ont pas les mêmes intérêts les plus fondamentaux. Nous sommes maintenant dans un processus où la France est en train de saboter tous ses intérêts les plus fondamentaux, que ce soit en matière diplomatique, militaire, industrielle, agricole, culturelle, linguistique, politique, géopolitique, etc., etc. La France est en train de tout détruire au nom de l'utopie de la construction européenne. Voilà. La France ne défend plus ses intérêts. Je vous explique que Mme von der Leyen, elle est présidente de la Commission européenne, mais elle est toujours allemande. Voilà. La France, en acceptant de nommer Mme von der Leyen à la tête de la Commission, on a bien quelqu'un qui est un agent à la fois des intérêts américains et des intérêts allemands, des intérêts germano-américains. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites diffuser cette information, diffusez au maximum. Il n'y a pas d'autre solution que de sortir au plus vite de l'Union européenne. Les 17 ans écoulés depuis que j'ai créé l'UPR
ont montré que j'ai raison, que mes analyses sont justes et que tous ceux qui vous disent, qui vous promettent une autre Europe, vous mentent effrontément par lâcheté, par esprit de soumission aux médias, à l'oligarchie et au bout du compte, à l'oncle Sam, du moins à l'État profond américain qui tirait les ficelles. Vive la France!